Gastronomie, plaisir de la table, spécialité, tradition, saveur, couleur, secrets seront les maîtres mots dans Territoire cette semaine. Nous arpentons les rues de Nîmes et ses alentours à la découverte de recettes traditionnelles, salées et sucrées. Nous dégusterons le croquant Villaret, dont la recette élaborée en 1775 n'a pas changé et a su garder ses secrets de fabrication. Ce biscuit dur, mince, doré, parfumé à la fleur d'oranger, au citron et éclat d'amande, a fait la réputation de la maison Villaret, établissement situé rue de la Madeleine, au cœur de l'Écusson. Autre spécialité de la capitale gardoise, le petit pâté nîmois. Daté de la fin des années 1800, il n'a jamais cessé de s'inviter à table et reste bien sûr nîmois, même si sa production s'est intensifiée, elle reste artisanale. Côté fruits, la fraise de Nîmes, la groseille, les abricots et cerises, c'est en confiture que nous nous en régalerons à la Roseraie des Pins avec les délices d'Estrella. Et nous commençons tout de suite la dégustation à la nîmoise pour une autre recette ancestrale qui a acquis son titre de noblesse grâce au cuisinier Charles Durand, la brandade de morue. Territoire Terre de Goût, je suis en compagnie de Christophe Mouton à la Nîmoise. Bonjour. Bonjour. Nous sommes rue Émile Jamet. Alors C'est ça. Vous avez ouvert tout récemment. Ça fait une semaine l'ouverture. Voilà, et vous préparez évidemment de la brandade nîmoise. C'est ma spécialité. Je suis tombé dans la potion magique dès que j'étais petit et j'ai été élevé au biberon de brandade. J'ai jamais pu m'en défaire. Je sors d'une famille de brandadiers nîmois assez connue, c'est la famille Mouton. J'ai démarré là de ma plus tendre enfance et j'avais toujours le rêve et toujours l'envie de revenir avec un produit quand même de qualité, de changer. Local, typiquement. Tout à fait, notamment sur la brandade authentique que je propose. Montrez-nous alors, c'est laquelle? C'est celle-là. Donc un produit avec 50% de morue à l'intérieur. On a de la fibre, on a du goût. On a surtout un produit qui est 100% naturel, donc c'est des morues qui arrivent du Pacifique. C'est une sélection que j'ai mis très longtemps à retrouver. Donc ça a été des démarchages auprès de divers fournisseurs, de diverses recherches sur différents territoires où là on commence à retrouver un poisson d'une certaine grosseur, d'une certaine quantité avec une épaisseur qui nous permet de travailler vraiment ce poisson à la main. Après, c'est une question de goût et surtout de travail qui en découle par la suite. Alors comment elle se prépare celle-ci? Celle-là, sans tout nous révéler. Bien sûr, on va garder la recette secret. Ça a été des transmissions de mon arrière-grand-père. Après, j'ai eu la chance de pouvoir travailler chez les industriels de la région, notamment chez Monsieur Couden, où j'ai appris à finaliser vraiment un travail d'équipe, de qualité. Et après, ça a été quand même des recherches où j'ai voulu amener un produit que les gens de Nîmes et de la région ont l'habitude de consommer et qui ne retrouvent malheureusement plus sur leur table. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je réponds présent à tout ce genre d'attente. Voilà. Tout à fait. C'est surtout quand je vois les personnes qui reviennent et qui me disent waouh, ça fait plaisir de remanger de la vraie brandade. Là, je suis vraiment satisfait. Vous êtes aux anges. Complètement. Tant mieux. Donc pour revenir, si vous voulez, aux principales étapes de la fabrication de la brandade. Premier temps, c'est déjà la sélection du poisson. Là, moi, je fais une sélection essentiellement sur une pêche raisonnée, qu'ils appellent. C'est-à-dire que c'est une pêche qui se fait au palangre. Un poisson de petite taille remis à l'eau repart en liberté et donc ils font vraiment une sélection de la grosseur du poisson. Donc on arrive à avoir une qualité au niveau de la chair qui est vraiment... C'est vraiment une matière première qui est haut de gamme. Ensuite, il y a le flaquage qu'ils appellent, c'est-à-dire mettre le poisson vraiment à plat et ensuite le sécher ou le saler. Ça, c'est une étape qui est vraiment très importante. Il y en a très peu dans le monde qui arrivent à travailler le produit de cette forme-là. Ensuite, il y a un affinage, c'est un peu comme le jambon, où on garde le poisson pendant un certain temps pour arriver à maturité. Et après, c'est notre partie. On a le dessalage qui est vraiment très important. Si on propose de la brandade qui est vraiment trop salée, je pense que la ménagère n'aime pas trop, ça ne plaît pas trop. Donc il y a l'étape de dessalage qui est vraiment très importante. Faire 1 kilo de brandade,
c'est à la portée de tout le monde. Mais quand on doit en faire 20 ou 30, c'est un peu plus délicat. Ça fait partie de mon métier que j'ai appris, vous voyez, où j'ai appris toutes ces étapes-là, quoi, par le biais de mon grand-père qui m'a vraiment suivi dans toutes mes démarches pour avoir vraiment un apprentissage. Vous voyez, préparez tout sur place, parce qu'on je fais tout sur place. Là, il y a l'arrière-cuisine, donc j'ai voulu penser à un atelier, vous voyez, avec un petit point de vente. Donc j'ai tout sous la main. Et je travaille là toute la semaine où j'arrive à faire un dessalage correctement. Ensuite, il y a une cuisson du poisson. Et ensuite, il y a l'effeuillage qu'on appelle, c'est-à-dire on trie le poisson à la main. On revient comme à l'ancien temps. À mon époque, de mes grands-parents, on avait une table qui devait faire 10 mètres de long. On avait 7 ou 8 personnes autour qui triaient la morue et on faisait très attention à ce qu'elle triait parce que la morue était déjà à un prix élevé et c'est la matière première qui est excessivement chère, quoi. Et ensuite, à la dernière étape, c'est l'émulsion qu'on appelle, c'est-à-dire c'est le mélange de l'huile avec le poisson. Et là où on arrive à obtenir la brandade. Cette jolie couleur et cette jolie texture. Ouais, c'est typique à la brandade, donc vous voyez cette couleur blanche qui ressort avec des petites taches où il y a la peau qui sert justement de liant naturel. C'est uniquement de la morue, de l'huile, de l'eau et du lait, quoi. Ça se limite à ça, quoi, hein. Donc il n'y a aucun liant qui se rajoute là-dessus et c'est vrai que ça fait un produit qui est complètement naturel, quoi. Et on peut le conserver combien de temps là? Alors un produit frais comme ça, je fabrique tous les jours, donc ça laisse 4 ou 5 jours de conservation. Votre recette, c'est l'authentique. C'est quoi la différence? C'est juste un pourcentage de morue qui change à l'intérieur. Et c'est vrai que je dirige de plus en plus de personnes pour arriver à faire des plats cuisinés avec cette brandade-là. Celle-ci, je la conseille pour manger en apéro uniquement avec du pain frais et pouvoir déguster. La dégustation pure. Ah ouais, la dégustation pour les amateurs de morue, de goût et de brandade, où là, c'est l'authenticité même. Vous voyez, moi je dis avec un petit filet de citron sur du pain frais, c'est magique, hein. Voilà, ça fait la soirée, quoi. Il y a pas mal de recettes à base de brandade, en croque-monsieur qui est très bon, en croquette aussi, où là on l'amène sur une friture avec un coulis de tomates, c'est un très bon produit. Une autre brandade qui est celle pour l'été, parce que ça serait quand même dommage de ne pas proposer des brandades avec les différentes saisons. Donc période estivale, on l'appelle l'estivale. Donc huile d'olive, ail, persil, citron. L'automne, on verra avec des pommes de terre, après avec des épinards. Période de fête, ça sera la truffe, obligatoirement. Vous adaptez en fait voilà. chaque saison. Chaque saison sera adaptée une brandade différente. Ça, c'est pareil, fin de semaine, je fais une fougasse aux anchois qui est assez exceptionnelle. Eh bien, de quoi se régaler, hein. Beaucoup de travail sur la planche. Par contre, c'est vrai que les gourmets commencent à retrouver quand même un petit lieu d'accueil où je pense qu'il y a une identité, quoi. Et c'est ce que je voulais créer. L'identité et la passion chez vous, ça c'est sûr. Il y a une grande passion, c'est évident. Et puis c'est surtout des années, quoi. C'est des années de travail de part et d'autre, toujours en pensant quand même à revenir à mes premiers amours. Et bon, là c'est chose faite. Donc je suis quand même fier d'être le dernier artisan brandadier sur Nîmes et sa région, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de grosses entreprises industrielles, mais des artisans proprement dit, il n'y en a plus, quoi. C'est vrai que mes aïeux ont fait souvent des tables sur l'Élysée, ont toujours eu des mots de diverses tables sur Paris, sur la qualité de leurs produits. Donc je ne peux pas passer au travers de ça, quoi. Je suis obligé de refaire bien, quoi. Les autres entreprises familiales qui fabriquent la brandade sont Coudenne, Raymond et bien sûr maintenant la famille Mouton. Vous êtes dans Territoire Terre de Goût, je suis en compagnie de Marie Lovy, domaine d'Estrella, bonjour. Bonjour. Vous préparez des confitures, alors on voit les bons fruits frais devant nous. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez créé votre entreprise. Vous fabriquez donc des confitures depuis 2008, c'est ça? Oui.
On est agriculteur avant tout et on produit des fruits rouges. Et on les vend sur les marchés. Et les seconds choix, je ne savais plus quoi en faire. Et du coup, j'ai commencé à faire des confitures. Et les gens ont apprécié et j'ai agrandi d'année en année la production et j'ai élargi les gammes. Parce que maintenant, on a fait un verger où on a mis des griottes, on a mis des figues, on a mis des mirabelles. On a vraiment agrandi le verger. Ce qui est important de dire, c'est que justement, voilà. Les fruits proviennent de votre propre exploitation. Les abricots ne sont pas encore de chez nous, mais on a planté, donc ça viendra. Mais la plupart des fruits viennent donc du domaine. Estrella, pourquoi d'ailleurs? C'est mon prénom. Je m'appelle Marie Estrelia. Mais du coup, j'ai voulu sortir de. Du coup, on l'appelait les délices. Voilà, les délices d'Estrelia pour que ce soit pas un nom commun, quoi. Alors, nous allons commencer la préparation, Marie, avec les griottes. Oui. Vous avez devant vous. Alors, je les ai dénoyautées là tout à l'heure parce que ça, c'est un travail qui est assez long. Et maintenant, je dois les peser pour les mettre dans le faitout. Tous les fruits sont coupés à la main. C'est du travail, hein. Faut dénoyauter, faut couper. Ben, j'ai pas encore des outils de professionnels parce que c'est pas encore l'utilité. Et semi-professionnel, pour tout ce qui est griotte et cerises, ça laisse des pépins, des noyaux. Alors là, moi, je peux pas. Donc, rien de tel. Alors du coup, c'est la main. J'ai acheté, hein, je les avais. J'en ai acheté 2 modèles. Mais ça vous plaît pas? C'était pas ça. Ça vous convient pas? Ben non, il restait des noyaux. Si je vais avoir des problèmes. C'est embêtant pour les bridges de certains. Alors c'est une entreprise familiale, vos fils vous aident? Ils vous donnent parfois des petits coups de main, vos fils? Ah oui. Mais pas pour la préparation peut-être? Si, ils arrêtent la cuisson, ils vont chercher le sucre. Dans la famille? Oui. Alors du coup, combien de kilos de griottes là? Là, j'ai mis 2 kilos et dans le faitout, je vais en mettre 4. Donc là, il y en a 2. 2,6 kg de sucre. Pour 4 kilos de fruits, hein? Pour 3,8 kg, j'avais pas tout à fait 4 là. Vous faites aussi des mélanges de fruits dans vos confitures? Je mets surtout des parfums de plantes comme la menthe, le basilic, la verveine. Vous êtes producteur de fleurs, vous ne faites pas des confitures à la fleur? Non, parce que j'ai pas de rose. D'accord. J'ai pas osé. Et puis après j'ai renoncule, anémone, pivoine et tournesol. Ça je vois pas dans les confitures. Mais joli en bouquet. Ouais. Alors pas de conservateur évidemment dans les fruits, mais on met un petit peu de citron. Oui, je mets du citron. Le citron aide à développer la pectine, à la rendre optimale, quoi. La pectine, donc du coup ça conserve le fruit et on peut garder la confiture plusieurs années après. Oui, et elle est stérilisée. Par contre, une fois qu'on l'ouvre, il faut la conserver au frigo parce qu'elle est... Je mets pas trop de sucre, donc automatiquement... il faut... C'est un produit naturel. Voilà, c'est un produit naturel, il n'y a pas de conservateur. Vous gardez le zeste ou c'est juste le jus? Non, juste le jus. Les citrons, ils viennent d'où là? Alors, je vais prendre dans un magasin bio. Alors, on a ajouté le citron. Après, on va remuer. Une griotte qui est en cours de cuisson. Ah, je peux remuer un peu, hein? Oui. Allez, au Ah, travail. mais moi, il faut que je remue tout de suite.
Je mets un citron par kilo de fruits. Bon là ils sont énormes donc j'en mets un de moins. Ça reste du fruit naturel. Mais nous, tant qu'on peut ne pas traiter, ou là les griottes et les abricotiers du verger, je les ai traités au savon noir pour les pucerons. Voilà. Si ça marche pas, on passe à un produit plus fort, mais on essaye avant tout de pas traiter. Méthode douce. Voilà. Vous produisez combien de pots de confiture à peu près par an? L'année dernière, en 2012, j'en ai produit 2003. Et vous avez augmenté chaque année parce qu'au départ c'était. 2005. Regardez votre petit carnet, vous notez tout là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, 2003. 2003 environ. Oui, environ. Vous aviez commencé avec une production un petit peu inférieure au départ. Et 2003, vous les dépasserez pas parce qu'après c'est une question. 2006 en 2011. C'est une grosse année alors. Donc autour de 2 000 à 3 000 pots par année quoi. Oui, c'est ça, 1900. J'augmente au fur et à mesure. Cette année, je vais voir. C'est aussi en fonction, j'imagine, de la cueillette des fruits. Il fait des fruits que vous avez aussi. Oui. Les griottes, on n'en trouve pas, j'arrive pas à en acheter. Donc, une fois que notre verger a donné, j'en trouve pas. Ça s'achète pas. Il faudrait que je trouve un petit producteur qui est fait comme moi pour le marché. Donc, c'est que les vôtres alors? C'est que les nôtres, oui. Donc, quand il y a plus. Si on a une petite année, la griotte, on aura très peu de pots. Donc après, on se fait de la prune, de l'abricot, de la framboise, mirabelle aussi, citron. Il y a citron. Non, ça c'est citre. Citron, elle est... Citron, je l'ai vu là, non? Oui, elle est là. Ouais. Alors citron, nous on l'utilise dans un plat salé. Je fais du porc au citron. Ah oui, c'est bien pour délicieux. cuisiner. Oui. Ah oui, c'est délicieux. Et... Donc une jolie gamme. Hein. Oui. Il y a orange, il y a 3 agrumes, mandarine, kumquat et citron. Ça, c'est la gamme des agrumes. Et les préférés, alors, c'est abricots, les classiques? Abricots, framboise. framboise et mandarine. D'accord. On fait quoi après ça, là? Alors là, elle va passer la nuit. Je la laisse le fruit dégorger. Bon, on va aller dormir, nous. Hein. Allez. Et demain, je lui donne un premier bouillon. Moi, je fais une cuisson bien à part. J'ai découvert que ça ne caramélisait pas les confitures et ça, ma technique, qui est une vieille technique, quand j'en parle à des personnes âgées, elles me disent « Ah oui, la confiture au 7 bouillons ». Ça s'appelait comme ça. Moi, je l'ai découverte toute seule. Et ça rend le fruit un peu confit. Et je donne un bouillon, je laisse refroidir et quand c'est froid, j'en redonne un autre jusqu'à ce que la consistance à froid me plaise. Et après là, je fais un gros bouillon et je mets en pot. Et là, pour répartir les confitures, je vais mettre d'une cuillère. Autrement, il y a trop de jus dans les premières et puis après, il n'y en a plus. Voilà. Bien répartir les fruits et le jus. Voilà. Authenticité et tradition, confiture, fruits, fleurs, sirop, il y en a de toutes les couleurs à la roseraie des Pins. Et après, je les ferme tout de suite à chaud et je les retourne. Vous pourrez retrouver les délices d'Estrella sur les marchés gardois, notamment au Jean Jaurès, à Nîmes et à Uzès. Et rendez-vous sur le site internet www.confiture-estrella.fr pour plus de détails.